Et pour ça, j'ai deux invités exceptionnels. Ils sont charmants, ils sont dynamiques, ce sont des super partenaires. Je vous invite à découvrir Jérémy d'Inclusion ASBL. Bonjour. Et Sophie Van Den Plas d'Éducation sans limite. Bonjour. Alors, petit rituel qu'on va pouvoir lancer ensemble, Jérémy et Sophie. Je vous propose, alors on sait, c'est connu que les gens n'aiment pas écouter pendant longtemps. Moi-même, je suis un grand bavard, donc je vous invite à prendre plus de place. Je vous donne 1 minute pour nous présenter vos structures. Donc, attention, soyez accrocheurs, soyez sexy. Il faut que les gens après vous appellent tous. Jérémy, tu démarres ou Sophie, merci. tu démarres, c'est là. Je donne la priorité à Sophie. Vas-y. C'est Non, gentil. vas-y, je t'en prie. Donc Inclusion, c'est une association, c'est la base, c'est une ASBL. Une ASBL qui rassemble donc des personnes avec un handicap intellectuel, leurs familles et des professionnels qui travaillent avec eux dans le domaine. Donc Inclusion, c'est avant tout donc un réseau. Je crois que c'est un des mots les plus importants. C'est un réseau de familles d'abord. On parle de familles de parents experts du quotidien de leurs enfants, et un réseau de professionnels aussi qui travaillent avec eux et qui les aident justement à remplir les 2 grands objectifs, nous, de notre association, qui sont assurer la qualité de vie des personnes avec un handicap et de leurs proches, et leur participation justement à la société, donc participation via les préceptes inclusifs, on va dire. Et donc Inclusion, on organise beaucoup de choses. On a des parents qui sont réunis en groupements locaux ou thématiques et qui donc organisent des activités comme des groupes de parole qui permettent de créer du lien, ou des séjours qui sont adaptés au plus de handicap possible. C'est aussi une équipe de professionnels dont je fais modestement partie, mais qui veut surtout mettre en avant, la première force de notre équipe, c'est le service social de première ligne. Donc toute personne qui est confrontée au handicap peut faire appel à notre service social de première ligne du début à la fin de la vie, à toutes les étapes importantes, on va dire, qui jalonnent la vie d'un enfant puis d'un adulte avec un handicap intellectuel. Donc Inclusion, c'est aussi des revendications, parce que c'est important de porter haut la voix de nos membres et les revendications et ce que veulent faire entendre nos membres. Donc on a un secrétariat politique qui interpelle régulièrement les responsables pour faire entendre les voix et les droits des membres et de toutes les personnes avec un handicap intellectuel en Belgique francophone. Okay. Voilà, en quelques mots. Donc, c'est ouvert à tous. Complètement. Vous traitez le handicap tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Et mot à retenir, c'est un bon service social, plein de projets d'action, des revendications politiques pour faire évoluer ses droits. On va dire trois grandes étapes, c'est ça. Les parents, le terreau finalement de notre association, les professionnels qui travaillent avec eux, et puis après l'interpellation, tout ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses en Belgique, quoi. Ok, et comment est-ce qu'on contacte Inclusion? Comme ça s'est fait? C'est très bien joué, merci Jean-Robin de le préciser. Et donc voilà, on va sur le site internet d'Inclusion, on n'hésite absolument pas, qui est www.inclusion-asbl.be. On contacte bien sûr le PREBS qui a tous les contacts et toutes les coordonnées d'Inclusion sous la main. Voilà, n'hésitez pas, et de toute façon vous retrouverez toutes les infos utiles en commentaire de l'émission si vous voulez revenir vers Inclusion ou ce charmant Jérémy. Alors voilà, on a eu un premier essai. Et Sophie, est-ce que tu vas être encore plus accrocheuse? Alors, donc l'ASBL Éducation sans limite, nous on défend le droit des enfants qui sont porteurs d'un handicap mental ou d'un trouble d'apprentissage, et notre objectif c'est de leur permettre de pouvoir poursuivre leur parcours scolaire en école ordinaire. Alors nous, notre premier objectif, c'est vraiment de favoriser l'apprentissage de ces enfants. Et on a toute une équipe d'orthopédagogues c'est une équipe très dynamique et spécialisée dans l'apprentissage qui accompagne les enfants en classe pour leur permettre de continuer d'apprendre. Alors pourquoi est-ce qu'il faut nous contacter, nous ? Plus que n'importe qui d'autre, c'est que je pense qu'on a un côté assez innovant dans le fait qu'on est vraiment des spécialistes de l'apprentissage et qu'au-delà d'accompagner un enfant dans l'apprentissage, nous on accompagne vraiment une équipe, c'est-à-dire qu'on propose un accompagnement autant pour l'enseignant, lui montrer comment il peut adapter, comment est-ce qu'il peut relever ce défi aussi d'accueillir dans sa classe un enfant qui a un besoin spécifique, et donc on accompagne autant l'enfant que l'équipe éducative. Ok, super. Et alors pour nous contacter... Ah oui, super, je n'ai plus rien à faire, moi je vais vous laisser, 1, 2, parfait. Pour nous contacter, donc effectivement il y a tous les renseignements sur le site internet educationsanslimite.org, et ou alors évidemment via le PREPS qui a toutes nos coordonnées, adresse mail, etc. Voilà. Parfait, donc www.educationsanslimite.org ou www.preps.info, et on vous relayera vers ces équipes motivées. Alors,
aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de cette société inclusive, essayer de comprendre un peu ce qui en retourne. Et je vous ai choisi parce qu'il n'y a pas longtemps, vous avez initié un événement ensemble, Ouais. un ciné-débat auquel j'ai participé. On va avoir l'occasion longuement d'en parler. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter cette initiative, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'y est déroulé? Donc ce ciné-débat, c'était la projection d'un film qui s'appelle L'école de la vie. Sophie, tu n'hésites pas à me corriger si je me trompe. Voilà, qui voulait présenter la manière dont vivent dans une école des adultes avec un handicap intellectuel. Si je ne me trompe pas, c'est en Amérique du Sud, au Chili, je crois. Voilà. Et donc on a suivi un peu le parcours de ces gens, tout au long, voilà, de leurs apprentissages, de leurs relations, de la manière dont ils essayent, voilà, de s'émanciper, de construire leur vie. Et donc l'initiative, c'était vraiment, voilà, l'envie aussi de renforcer des partenariats qu'on construit toujours, voilà, qu'on essaie de développer avec Éducation sans limite. Et c'était l'occasion d'inviter, on va dire, le public ordinaire aussi à une projection qui montre finalement une facette de l'inclusion qui n'est pas forcément l'inclusion rêvée parfois, mais au moins qui te permettent de déceler un peu mais comment ça se passe concrètement pour des personnes avec un handicap adulte dans une structure d'accompagnement. Voilà. Okay. Oui, puis je pense que ça permettait, ça suscitait le débat, la discussion, qui est quelque chose qu'on recherche toujours pour avancer dans notre réflexion et dans la construction de nos projets. C'est vrai qu'une projection, c'est toujours le prétexte, comme dit Sophie, à débattre, à échanger donc, sur ces sujets. Comme tu dis, le sujet de l'inclusion, c'est un sujet qui est compliqué, qui n'est pas facile, qui est très, très touchy à certains moments, ou en tout cas très, très délicat. Voilà. Et donc, voilà, c'est l'occasion. Je crois qu'on n'arrête jamais d'en parler et d'échanger sur cette thématique. Voilà. Alors, à l'issue de ce film que je vous invite à voir, donc l'école de la vie, vous avez évidemment l'affiche qui devrait apparaître grâce à notre régisseur Magique Vincent à l'écran pour ceux qui nous suivent, ou sinon vous retrouverez ça en commentaire. C'est un film fort et vous l'aviez complété avec un témoignage d'un homme exceptionnel. Enfin, en tout cas, moi, ça a été une rencontre très agréable qui a duré. On a passé un bon bout de soirée ensemble, qui s'appelle Jean Milonas, que l'on salue et qu'on remercie, qui va être finalement quelque part du coup un peu avec nous, et qui a témoigné de son quotidien. Il est porteur du syndrome de Down et donc il a accepté de réitérer ce témoignage à mon micro, et donc je vous propose d'écouter le témoignage de Jean. Bonjour, je m'appelle Jean Milonas, j'ai 50 ans, je vis à Bruxelles, dans un appartement seul. J'adore de vivre dans mon appartement. Avant, j'habitais dans une association, j'aimais bien vivre là-bas. Je faisais du jardinage pour des particuliers. Je suis entouré vivre chez maman parce que j'avais trop d'activités, j'étais fatigué. Quand j'ai eu 35 ans, je voulais demander à maman de vivre seule dans mon appartement. Comme je me débrouillais bien, cela s'est été d'accord. J'ai vu une annonce pour un appartement. Maman me disait que c'était trop cher pour moi. Mais je voulais dire non, ça ira. Je vais en vie devant mon indépendance, devant ma détermination. Elle a accepté et elle a dû accepter ma décision. Je suis bien dans mon appartement. Tout se passe bien. J'ai aménagé l'endroit comme je le voulais. Je fais même la lessive moi-même. C'est plutôt la machine qui fait pour moi. Pour le travail, avant je travaillais dans un hôpital. Maintenant, comme tout le monde change, je voulais travailler plus près de ma maison. Depuis que j'ai changé, je suis beaucoup moins fatigué qu'avant. Maintenant, je travaille au Val-des-Roses 2 fois par semaine. Cela me occupe durant mes journées et autres jours. J'ai des rendez-vous. J'ai parfois inclusion pour le facile à lire et à comprendre. J'ai des journées bien remplies. J'ai un agenda partagé comme cela
mon frère et ma sœur savent ce que je vais, savent ce que je fais. Je suis aidé par un service d'accompagnement pour les papiers, pour cela qui est difficile pour moi. J'ai une aide ménagère pour l'appartement. Je suis aussi très entouré par mon frère et ma sœur. Mon rêve, je le réalisais car j'ai mon appartement. Je le gère de manière intelligente et encourage tout le monde à être autonome. Merci à tous. Voilà, merci à Jean. Alors, voilà, là, il nous a dépeint un peu son quotidien. Alors, partons de là, ça nous permet d'exemplifier un petit peu, d'être concret. Qu'est-ce que l'inclusion, finalement? Si je veux un peu, partons de là, la grande question bateau. Qu'est-ce que l'inclusion, selon vous? Comment est-ce que vous définiriez cette inclusion? Je crois que tout d'abord, c'est difficile à définir. Je crois que même nous, en interne, ça fait quelques années maintenant que je travaille dans le domaine. Et avec ma position de chargé de communication, justement, à faire très attention au choix des mots et à ce qu'on dit. Et on se rend compte que c'est un débat qui est quasi permanent. Même dans notre association, même en professionnels du domaine, définir l'inclusion, c'est assez compliqué. Alors, il y a des référents, comme tu parlais de Charles Gardou en introduction, effectivement, voilà, c'est des gens sur qui on s'appuie aussi, en tout cas des pensées sur lesquelles on s'appuie. Mais on est toujours en perpétuelle recherche, finalement, de la définition optimale du mot inclusion. On le compare beaucoup, nous, en interne, à l'intégration, finalement, ou en tout cas, la définition qu'on donne, c'est de différencier l'inclusion et l'intégration, où l'intégration, la société s'adapte. L'intégration, c'est la personne qui doit s'adapter à la société, tandis que on va dire, dans la démarche inclusive, c'est la société dans son ensemble qui s'adapte pour permettre à chacun de ses membres de vivre sans barrière. Voilà, en quelques mots. Voilà, nous, je te rejoins tout à fait sur le fait que il n'y a pas de définition commune, il n'y a pas de consensus international par rapport à une définition de l'inclusion. C'est vrai que nous, dans la SBL, comme je disais, on est spécialisé dans l'apprentissage. On va très souvent chercher aussi l'information au Canada, dans les approches au Québec, etc. Parce que voilà, ils sont en avance par rapport à nous à ce niveau-là. Et donc nous, on voit plutôt l'inclusion vraiment comme une philosophie et par rapport au scolaire, mais vraiment comme un ensemble de pratiques pédagogiques qui vont permettre justement aux enfants de pouvoir s'épanouir pleinement, que ce soit au niveau des apprentissages, tant qu'au niveau social. Donc, si je synthétise, pour ceux qui nous écoutent, société inclusive, c'est une société qui prend en compte, qui s'adapte à l'ensemble de ses membres. Ouais. Donc, ce n'est pas réservé aux personnes porteuses de handicap. Absolument pas. C'est justement, c'est un principe qui s'applique à tous et qui est bénéfique à tous, même dans les démarches que nous, on développe pour des personnes avec un handicap, comme par exemple le langage facile à lire et à comprendre. C'est pleinement inclusif parce que ce qu'on va rédiger pour nos membres qui ont un handicap va aussi servir pour des primo-arrivants, par exemple, qui n'ont pas forcément accès au français. Donc c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que l'égalité des droits soit respectée pour toute personne, sans qu'il y ait d'enclave. Et donc finalement, oui, c'est un principe qui est universel et qui va servir et qui va aider la société dans son ensemble, je crois. Est-ce qu'on pourrait pousser le bouchon, les autres secteurs ne m'en voudront pas, j'en suis sûr, jusqu'à dire que finalement, tous les mouvements sectoriels, toutes ces multitudes de professionnels qui, je suis sûr, du coup, vont nous écouter. Je pense au mouvement féministe, je pense au Centre pour l'égalité des chances, je pense à tous ces militants d'un droit spécifique, d'un besoin spécifique d'une partie de la population. Finalement, est-ce qu'ils ne militent pas tous pour une société inclusive ? Si, je crois qu'il y a de ça. Oui, vas-y. Oui, non, vas-y. Oui, non, tout à fait. Je te rejoins tout à fait. Mais chacun séparément. Ou en tout cas, on fait souvent piège. Pas forcément. Par exemple, on a été dernièrement, donc notre secrétaire politique Thomas Dabeu, il était à Genève pour une convention des Nations Unies pour les droits des personnes avec handicap, mais il y était avec UNIA, par exemple, donc le Centre interfédéral pour l'égalité des chances. Et donc, c'est quand même montré que dans la dynamique, UNIA, qui est, on va dire, la coupole centrale des droits des personnes, prend en compte finalement toutes les initiatives qui peuvent être faites dans le domaine inclusif, je crois, en tout cas, où j'en suis persuadé, même que c'est donc un sentiment qui est partagé par tous. Et oui, tout le monde fait de l'inclusion.
il y a un peu le réflexe associatif de chacun travailler dans son petit jardin, parfois, de toute façon. Mais oui, la visée globale, normalement, de toutes les associations qui travaillent, qui œuvrent pour des personnes avec une difficulté, oui, veulent aller normalement vers l'inclusion, je crois. Okay. Et je pense qu'une société qui serait inclusive, elle va prôner justement la diversité. Et donc, je pense que chacune de ces associations, dans son coin sans doute, ou comme tu disais, le fait. Mais finalement, notre message, je crois qu'il est commun. Il est commun et transversal. Okay. Alors, notre société belge, tu nous parlais d'international, hein, donc on a fait la transition. Ici, en Belgique, selon vous... c'est une question un peu bateau, mais voilà, ça vous permet de donner un peu votre point de vue. Est-ce qu'elle est inclusive ? Pas assez. Oui, non, pourquoi ? Pas totalement, clairement. Voilà. Selon nous, les fondations d'une société inclusive, c'est une éducation inclusive. Et donc, l'éducation en Belgique n'est quand même pas tout à fait inclusive. Elle est même plutôt assez ségrégationnée pour le moment. Et donc non, selon nous, pas suffisamment, clairement. Okay. Ça, on va bien y revenir sur l'éducation et cette ségrégation dont tu parles. Et au niveau adulte, on entendait les gens, finalement, il travaille, mais il a un appartement. Enfin voilà, il expliquait, il nous a un peu partagé sa vie. En tout cas, il y a une visée inclusive, je crois, de l'État belge. Et donc ça, c'est déjà une première démarche. La Belgique a ratifié la Convention nationale des personnes handicapées, la Convention des Nations Unies, des personnes handicapées. Et donc ça, c'est une première démarche, je crois, de toute façon. C'est dire, mais oui, on est d'accord sur le principe d'égalité des droits pour tous, notamment les personnes avec handicap. Mais alors après, il y a la mise en application, qui est toujours beaucoup plus compliquée. Ça fait 10 ans que la Belgique a ratifié cette convention. Mais il y a encore beaucoup d'obstacles et de choses qui ne sont pas mises en place. Et donc, des associations comme Éducation sans limite ou comme la nôtre, ça fait partie de notre boulot, en tout cas, de taper, entre guillemets, du poing sur la table à certains moments en disant, mais vous avez signé cette convention, vous vous êtes engagé à mettre en place une école inclusive, on n'y est pas. Et donc voilà, donc il y a une partie de nos démarches aussi, c'est d'interpeller. Et par exemple, on a déposé une plainte auprès du Comité européen des droits sociaux, justement sur la question de l'école inclusive, en disant, la Belgique ne respecte pas ses engagements au point de vue en matière d'école inclusive, donc il faut, en tout cas, faire plus que ce qu'on fait, je crois, oui. Ok, donc on a compris le principe de l'inclusion, de la société inclusive dans les grandes lignes. Il y a des manquements en Belgique, on va y revenir. Vous avez fait un mémorandum. Est-ce que donc on peut partir du principe, si tu viens de nous le dire, il y a une convention que l'inclusion, c'est le cadre légal de base. Parce que j'ai encore un peu l'impression souvent que dans les débats où en travail social, on milite pour faire apparaître des droits, alors qu'au fond, tu me dis, il y a des conventions, on a d'autres acteurs du réseau que j'espère on aura l'occasion d'avoir dans ce plateau, qui disent encore de manière très très ferme, c'est pas une discussion à avoir, c'est un droit. C'est un droit, ça a été ratifié, mais donc tu parlais d'un point de vue légal, il n'y a aucune sanction prévue de toute façon si on ne respecte pas cette convention. Donc finalement, c'est un grand principe, c'est dire c'est ça qu'on veut faire, mais alors maintenant, on va pas dire qu'il faut mettre des amendes à l'État belge et des astreintes toutes les 2 secondes dès qu'ils ne respectent pas ce qu'ils font, mais dans l'idée, c'est quand même un peu ça. C'est de pouvoir, à un moment donné, imposer justement l'application de traités qu'on a signés. Donc ça, c'est quand même une grosse facette du travail. C'est dire, mais oui, ok, vous avez signé une convention, mais maintenant, appliquez-la. Donc oui, on n'a aucun, on va dire, levier vraiment, va pas dire judiciaire, mais on ne va pas aller porter plainte, on va dire au pénal contre la Belgique. Mais il manque peut-être, c'est vrai, quand même quelque chose qui obligerait les institutions ou les différents niveaux de pouvoir à mettre en place les principes qui ont été signés dans la Convention, quand même. Okay. Je vais peut-être un petit peu déjà amorcer d'autres sujets, mais c'est vrai que nous, on le voit dans les écoles. Après, comment le mettre en place ? Parce que dire qu'on doit le mettre en place, je pense que quand on ouvre les portes d'une école, l'idée, évidemment, on rencontre souvent des équipes qui sont qui trouvent ça formidable, qui trouvent ça très chouette, mais qui sont souvent démunies en se disant, oui, mais comment le mettre en place ? Quels sont les moyens qu'on a ? Leur formation initiale, les outils, la structure d'accompagnement, tout ça, ce sont des questions au-delà du droit, où on sent que, en tout cas, je vais parler pour l'éducation, ils ont besoin d'être accompagnés.
Okay. Oui, donc et que la raison pour laquelle parfois il y a une difficulté à le mettre en place, c'est aussi lié au fait de c'est pas qu'on ne veut pas, mais comment faire, quoi. Okay. Donc il y a des lois, mais il n'y a pas de sanctions, et puis il suffit pas d'avoir des lois pour que les gens puissent s'y mettre. Non, c'est sûr. Donc, Comme disait Sophie, c'est sûr qu'il y a besoin d'accompagnement et c'est aussi à ça. On n'est pas là uniquement que pour crier et pour râler en disant ça ne va pas, mais on est aussi là d'office pour accompagner et pour soutenir dans ces démarches. alors, repartons du film. Moi, j'ai découvert un paradoxe sur lequel j'aurais bien voulu vous faire revenir brièvement. Donc le film raconte effectivement l'histoire de deux personnes en centre au Chili qui veulent se marier et malheureusement voilà, ça, sans spoiler la fin, mais ça se passe pas spécialement bien et donc moi personnellement j'ai été, je crois que les gens qui étaient là l'ont entendu, moi j'ai été extrêmement choqué et je pense que j'étais pas le seul, je pense à Anne-Sophie de l'émission de radio Les Rouspétards que l'on salue et dont on vous mettra aussi le lien et voilà, on était plusieurs à être un peu retournés. Et donc, du coup, j'ai été demandé à Jean ce que lui en pensait et sa réponse m'a assez surprise et ce serait chouette de vous entendre là-dessus. Bonjour, je Robin. Jean, tu viens de voir le film L'école de la vie. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton ressenti sur le film ? Je trouve que le film a très bien fait et que c'est un reportage. Donc, le film, c'est important pour montrer que c'est quoi l'handicap. Dans ce film, on voit effectivement deux personnes, deux adultes qui mènent une vie, qui essayent de se marier. Est-ce que les scènes qui sont dans le documentaire, est-ce qu'elles te parlent ? Est-ce que c'est des choses que toi tu as personnellement pu vivre ? Moi, j'ai vécu pas mal d'années avec des personnes avec d'autres 5 ruptures et c'est pas bien été. Il y en a une que j'aimais bien, mais malheureusement, elle m'a dû partir. Et pour moi, maintenant, je vis mon autonomie 100%, quoi. Dans le film, on voit que les parents, l'institution, donnent son avis sur les relations que les personnes ont le droit ou pas d'avoir. Qu'est-ce que toi tu en penses ? Moi, je trouve que les parents sont quand même de leur avis pour leur enfant. Ils n'ont pas le droit de se marier directement. Il faut un peu attendre pour tout ça. Pourquoi ? Parce que les autres personnes, on va dire les personnes ordinaires, elles se marient, elles font parfois des bêtises et personne ne vient. Alors parfois les parents s'en mêlent, mais c'est pas toujours le cas. Pourquoi est-ce que tu penses que dans le cas de la personne porteuse du syndrome de Down, les parents ont le droit de donner cet avis ? Parce que les parents ont le droit de donner cet avis-là. C'est pour leur enfant, bien sûr. C'est un petit peu trop jeune pour se marier maintenant. Là dans le film, c'est des adultes. Oui, là, ok, dans le film, ce sont des adultes, mais je me rends compte qu'ils ont aussi le syndrome de Down. C'est un petit peu de difficulté au niveau de leurs sous. C'est pas toujours facile. Et si tu voulais te marier aujourd'hui, tu te sentirais encore le devoir de demander l'avis à tes parents ou à tes frères et sœurs ? J'ai le devoir de demander leur avis à eux. Et s'ils disent non ? Je prends ça bien. Mais tu le feras ou tu le feras pas ? Je ne le ferai pas. Voilà. On salue encore Jean pour sa franchise et sa transparence. Alors moi, j'avoue que ça, on en a longuement parlé d'ailleurs avec lui jusque sur le chemin du retour. C'est quelque chose qui m'a assez bien bouleversé. Toutes les personnes, à l'entendre, toutes les personnes n'ont pas forcément envie d'une situation d'être dans une inclusion totale. À l'entendre, lui, le droit à la vie affective, finalement, c'est quelque chose qu'il considère qu'il faut maintenir, balisé, cadré. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je crois qu'il y a dans le discours de Jean, de toute façon, en le connaissant bien, il est par exemple en couverture de notre mémorandum, c'est un membre très impliqué de l'association. Jean, il y a un désir de reconnaissance sociale aussi qui est très fort chez lui. Et donc le fait de vivre en autonomie, de pouvoir suivre des cours, il suit des cours à l'université de Lille où il fait une formation de binôme personne avec un handicap, professeur pour aller expliquer ce que c'est le handicap. Et donc voilà, et ça c'est tous des éléments qui l'encouragent aussi, qui le montrent que je peux vivre de manière autonome, je peux être tout seul, je peux faire mes propres choix, mais il y a quand même quelque chose derrière qui reste, et c'est ça qui reste je crois, c'est que tu as quand même son frère qui est là très souvent, qui l'accompagne. Et donc je crois que Jean est dans une démarche de recherche de reconnaissance, en accédant entre guillemets à la normalité, mais en ayant quand même
des barrières, en tout cas que lui se met, je crois, sur par exemple les questions de vie affective relationnelle, peut-être parce que lui se met aussi, va montrer sa propre expérience, en tout cas des souvenirs de sa propre expérience, je crois, où ça se passe pas forcément bien. Il sait, je crois, au fond de lui qu'il y a des choses qui ne saura pas faire tout seul. Et j'ai l'impression que c'est un peu une peur pour les gens qui viennent voir dans ce film en disant mais attention, il y a des problèmes d'argent, ils vont peut-être pas savoir faire ça tout seuls. Et donc voilà, je crois qu'au fond de lui, il n'est pas absolument pas contre le fait que des gens se marient et fassent leurs propres essais-erreurs, c'est ça. Mais qu'il y a quand même toujours toute une barrière où il sait que au fond, il y a des choses qu'il ne saura pas faire tout seul et des situations auxquelles il va être confronté qui seront problématiques. Et donc je crois qu'il reporte peut-être un peu sa situation dans ce couple qu'il voit à l'écran en disant attention, il faut faire gaffe, il y a quand même des choses qui... Est-ce que c'est pas une question, la question qui va valoir peut-être des haters sur Internet, mais tant pis. Est-ce que finalement, dans le cadre du handicap et de l'inclusion au sens classique où on l'imagine, la société inclusive, est-ce qu'on ne fait pas un excès d'humilité ou est-ce qu'on n'est pas plus dur finalement avec ces difficultés-là, ces besoins spécifiques-là, qu'avec le reste de la population? Moi, j'ai passé la soirée avec lui. Alors, on m'a dit, d'entre-temps, il y a différents niveaux au syndrome de Down, mais oui, c'est valable, je pense, dans l'école aussi. Finalement, des enfants cancres, des enfants avec des difficultés sociales, on peut en retrouver plein. Et on ne les bride pas autant. Est-ce qu'on n'est pas plus dur finalement avec les personnes? Est-ce que c'est pas une forme de stigmatisation de base? Je sais pas, peut-être qu'on attend plus d'eux d'une certaine manière parce que ils peuvent être repris comme comme un exemple où ils doivent en faire plus, mais je trouve que c'est juste révélateur qu'un enfant n'est pas l'autre, qu'une personne n'est pas l'autre et que certains, les choix de chacun, après qu'il y a un handicap ou pas, on entend, je trouve que Jean, ça a l'air d'être quelqu'un de très autonome, qui a envie de son indépendance, qui en est très fier, comme je connais plein de copains à moi qui sont très fiers d'être des personnes indépendantes, qui peuvent faire les choses seules, et donc moi j'aurais envie de retirer le handicap et de dire en fait chacun chaque raison, oui, c'est ça, c'est oublier ces dimensions handicap à un certain moment en disant mais ce sont des gens comme tous les autres qui ont le droit de se planter. Je crois que j'ai fait peut-être beaucoup plus d'erreurs dans ma vie que ce que Jean a fait, par exemple. Voilà. Donc je comprends. Et alors c'est vrai qu'on a peut-être parfois trop tendance justement à voir le handicap encore avant la personne de toute façon. Alors que la personne, comme tu disais, Jean-Robin, elle a le droit de se planter, elle a le droit de faire des erreurs, elle a le droit d'essayer quelque chose qui finalement ne fonctionne pas, de se mettre en couple et finalement ça ne marche pas. Donc voilà, Okay. Et est-ce qu'on peut dire que c'est la prise en compte de cette universalité du droit à l'erreur, j'ai envie de dire, c'est à partir de là que commence une société inclusive, donc. Oui, c'est vrai, en tout cas, ça pourrait être une des portes par lesquelles commence une société inclusive, c'est sûr. Okay. Mais je pense que lors de cette soirée, c'était amusant de voir qu'il y avait Marie-Caroline qui travaille au 65 degrés qui était présente. Et ils avaient d'ailleurs tous les deux des opinions qui étaient assez différentes. Et donc ça montrait vraiment le côté, côté unique de chacun qui avait son opinion, qui la défendait avec fermeté d'ailleurs. Et donc voilà. Alors, avant de passer au sujet suivant, et pour clore ce premier dessin, portrait des enjeux d'une société inclusive, vous avez fait un mémorandum, d'ailleurs, que ce bon Jean a posé. D'ailleurs, je suis jaloux. Voilà, engagez-vous. Jean, nous a aidé justement à interpeller les responsables politiques et la société dans son ensemble, à s'engager, à rendre effectifs en fait les droits des personnes avec un handicap. Parce que justement, je parlais de la convention en début d'émission. Rendre effectifs les droits des personnes avec un handicap, je crois que tout le monde est d'accord de le faire. Voilà, ça reste... Mais oui, bien sûr, personne ne va dire « Ah non, absolument pas, on ne va pas respecter leurs droits ». Mais par contre, appliquer ça concrètement, par rapport au texte justement qu'on a ratifié et qu'on a signé, ça, c'est encore l'étape qui est la plus compliquée. Et donc, ce mémorandum, il dit un peu ça. Et donc, on l'a publié pour les 10 ans de la Convention. Il y a le texte de la Convention qui est aussi... directement accroché parce qu'on a envie que les responsables politiques et les futurs élus se réfèrent à cette convention que leur État a signée, que la Belgique a signée. Donc justement pour mettre en place très concrètement les droits des personnes avec un handicap sur certains points qui posent encore problème. Et donc dans ce mémorandum, nous on a
on a dégagé, on publie régulièrement, de toute façon, des avis, que ce soit via un mémorandum, via des communiqués de presse. Et on m'a demandé, en tout cas, aux responsables politiques de s'engager concrètement, voilà, sur 12 thématiques. En tout cas, c'est les thématiques que pour l'instant, on défend. Et donc, il y a, je vais pas toutes vous les citer, mais des solutions adaptées pour les personnes de grande dépendance. Il y a l'inclusion scolaire, bien sûr, aussi. Il y a un accès facilité aux soins de santé, un niveau de vie adéquat pour tout le monde. Et ça, ce sont des principes qu'on veut, donc, où on précise dans ce mémorandum ce qu'on trouve qui n'est pas encore tout à fait correct, on va dire, en Belgique. Et après, des solutions pour trouver des solutions et pour mettre en place des choses qui vont justement rendre effectifs les droits. Et donc, on a aussi des grandes propositions qui sont très concrètes et qui parleront peut-être beaucoup plus à un public non initié. Mais c'est mettre en place des choses, par exemple, voilà, pour tout ce qui est représentation des personnes et place des personnes dans la société, ce serait, mais pourquoi pas avoir une série télévisée, par exemple, avec un acteur en situation de handicap intellectuel, avec une trisomie par exemple, avec un autre syndrome, pour voilà justement un peu remettre la personne au centre aussi. On a des points qui sont abordés par exemple en matière d'inclusion scolaire, ben voilà, c'est créer une plateforme inclusion scolaire pour qu'on puisse échanger des avis justement et pour que les familles puissent être informées et accompagnées dans leur démarche, parce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de problèmes sur ces thématiques-là aussi. Enfin voilà, il y a par exemple la promotion du langage facile à lire et à comprendre. Je t'en parlais un peu plus tôt. Donc c'est un langage facilité qui est accessible au plus grand nombre. Et ben voilà, et donc c'est un mémorandum qui est publié pour les élections. Ben, une de nos demandes, par exemple, c'est que les responsables politiques, par exemple, pensent, en tout cas envisagent de traduire leurs programmes électoraux en langage facile à lire et à comprendre. Oui, ce serait pas du luxe, même je serais le premier nouveau à être aidé. Voilà, on parlait que les réflexes inclusifs sont bien pour tout le monde. Ben, moi, je préférerais des points très concrets aussi en 2 pages qu'un programme de 107 pages. Donc voilà, c'est des petits gestes très concrets qui peuvent justement voilà, améliorer les droits des personnes avec un handicap en Belgique. Ouais. Voilà. Et ce mémorandum que vous pouvez télécharger sur le site d'Inclusion ? Vous pouvez bien sûr le télécharger sur le site d'Inclusion. Vous pouvez aussi faire la demande pour avoir des exemplaires papier. Donc si vous voulez interpeller vos responsables politiques, votre bourgmestre, un échevin, n'importe qui dans votre commune, vous n'hésitez pas à vous contacter Inclusion. On vous enverra une caisse de mémorandum s'il faut. On pourra venir les défendre parce que voilà, c'est des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et donc pour l'instant, avant les élections, nous on est en train de faire un peu ce qu'on appelle en interne la tournée des Grands-Ducs. Donc c'est aller voir les différents responsables politiques, donc autant des présidents de partis que des chargés d'études politiques, pour leur présenter ce mémorandum et essayer de discuter avec eux sur des points sur lesquels ils pourraient concrètement s'engager après les élections. Ok. Ben, merci beaucoup pour ce travail. Ben,